Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Donc, juste une petite note pour vous dire que cette vidéo-là a été tournée en janvier. J'ai eu un petit problème de micro en la tournant, donc l'audio est plus écho que d'habitude. Et là, j'ai mis la vidéo de côté en me disant que j'allais la retourner au complet, mais comme c'est une très longue vidéo, en fait, j'ai décidé de mixer l'audio du mieux que je pouvais pour réduire l'écho. Et ben, ça donne quand même un bon résultat. Donc, voici la finale de mon top 100. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. J'espère que vous allez très bien en ce début d'année 2022. Donc, qui dit début d'année dit en fait de pouvoir clore un peu les dossiers de l'année précédente qu'on n'a pas encore clos. Alors, on va commencer ça en terminant le top 100. Oui, je sais, il y en a plusieurs d'entre vous en fait qui m'ont demandé c'est quand la suite? Quand est-ce qu'il y a la suite? Ben, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le top 30. Donc, la fin de mon top 100. Et je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée parce que je pense que vous le sentez depuis le début. Parce que j'aime tous mes jeux. Mais depuis le top 50, je suis comme tout le temps vraiment excitée quand je vous parle d'un jeu. Ça s'améliore pas, je vous dirais. Parce que là, on est vraiment dans la crème de la crème des jeux que j'aime et que j'ai vraiment, vraiment hâte de vous en parler. Eh bien, on commence ça tout de suite. C'est un jeu qui a fait mon top 10 en 2018 et jadis quand j'étais jeune et innocente. En fait, dans mes débuts sur YouTube, la première vidéo que j'ai mise sur YouTube, je vais mettre le lien si jamais vous voulez aller voir. C'est un peu honteux. Il y a certains jeux dans mon top 10, c'est un peu spécial, mais c'est pas grave. Et on commence tout à quelque part. Mais celui-là, il était. Et ben, je maintiens dans mon top. Ok, il a descendu un peu, c'est le top 30 maintenant, mais quand même, sur la quantité de jeux que j'ai découvert depuis, qui sont encore là, c'est pas peu de dire. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique, et là, vous me pardonnerez, je vais prendre la boîte et elle est très lourde. Donc, c'est le jeu Anachronie, qui est à l'envers. Donc, Anachronie, un jeu de David Turzi. Je sais pas si c'est dans ses premiers, mais en fait, c'est un gros jeu. Je pense qu'il l'a mis sur la map. Et c'est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique, mais avec des petits voyages dans le temps. Parce que dans l'Anachronie, en fait, il y a une explosion nucléaire qui va arriver, en fait. Nos amis du futur sont revenus pour nous le dire. Et là, ben nous, on essaie de créer des colonies super efficaces pour pouvoir sauver le plus de gens possible de cette explosion-là. Et donc, c'est un jeu euro, placement d'ouvriers, gestion de ressources, où on va vraiment créer notre colonie devant nous, en allant récupérer des ressources avec des hazmat suits dans lesquels on va mettre nos ouvriers pour les envoyer sur la Terre, étant donné que la Terre est déjà polluée de plein de radiations, tout ça. Et là, ben en plus de ça, nos petits amis du futur, on peut leur demander d'emprunter des ressources pour justement, en fait, pouvoir nous aider à créer nos colonies. Mais par contre, il va falloir rembourser ces emprunts-là, parce que si jamais on le fait pas, ben on va avoir des problèmes. Donc, c'est pas mal ça, Anachronie, je vous dirais, c'est un gros jeu. C'est pas un jeu simple, il y a beaucoup de règles, mais c'est tellement
thématique, tellement bon, de belle qualité. Il y a plein de modules juste dans la boîte de base. Il existe maintenant 2 extensions que vous pouvez avoir. Et en plus, il y a une extension où les mecs, en fait, ce sont des figurines. Fait que c'est ça, c'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu que je sors pas assez souvent, malheureusement. Je le regarde là, j'ai le goût d'y jouer. Mais à chaque fois que je le sors, c'est tout le temps vraiment le fun. Donc, Anachronie pour mon numéro 30. Numéro 29, on est dans le jeu euro, fait que je pense qu'on va faire une petite série là-dedans. Parce que le numéro 29, c'est également un jeu euro. C'est également un jeu qui est magnifique, qui est, comment dire, majestueux un peu dans sa façon de jouer. C'est un jeu qu'on dirait que tout fit bien ensemble quand tu le joues. C'est tellement satisfaisant, c'est tellement le fun, c'est un vrai casse-tête. Et c'est le jeu Teotihuacan. Oui, il a fallu que je répète à peu près 15 fois pour pouvoir dire le nom correctement. Mais voilà. Donc, Teotihuacan, c'est un jeu dans lequel on veut créer la pyramide. Alors, on a des ouvriers qui se promènent sur le plateau. Puis sur le plateau, il y a différentes cases d'action où on peut dépenser des ressources pour en gagner d'autres, faire des points de victoire de différentes façons, monter sur des pistes de dieux, ce genre de choses-là, ou construire encore la pyramide. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le jeu. Et là, ben, nos ouvriers, ce sont des dés. Et les dés, en fait, on les roulera aucunement de toute la partie. Par contre, le numéro sur les dés va nous servir parce que dès que nos dés évoluent dans le jeu, ils augmentent de numéro. Et là, quand ils atteignent le numéro 6, en fait, ils passent à un autre niveau et là, ça nous donne des bonus. Donc, c'est des cycles lunaires qui vont se faire et ben, au bout d'un certain nombre de cycles, la partie prend fin et on calcule le nombre de points de victoire. C'est super le fun, il y a énormément de rejouabilité parce que les tuiles, justement, d'action qui sont sur le plateau, oui, sont imprimées, mais il y a également des tuiles qui viennent dans la boîte qui sont lousses, donc on peut les mélanger et les placer aléatoirement, ce qui fait en sorte qu'on ne sait jamais vraiment comment le jeu va être, ce qui nous demande de changer de stratégie à chaque partie. C'est vraiment le fun, tous les principes fit bien ensemble, c'est un jeu qui est satisfaisant, qui est le fun à sortir, un super bon Eurogame, puis en plus il y a des extensions qui sont sorties, mais juste avec la boîte de base, je vous dirais que vous en avez vraiment pour un bon moment. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon numéro 29, et c'est Teotihuacan. Numéro 28, encore un jeu euro, je ne me lasse pas. Un jeu euro d'une de mes compagnies favorites. Et non, ce n'est pas Awaken Realms, pas encore, ils s'en viennent par contre, je pense. Mais c'est Stonemaier Games. Et c'est un jeu euro que je dirais classique, en fait, que tous les joueurs, selon moi, devraient avoir dans sa collection ou au minimum avoir joué une fois dans leur vie parce que c'est tellement un bon jeu, un beau jeu, un jeu super efficace de placement d'ouvriers et c'est Viticulture. Viticulture, en fait, c'est un jeu où on va créer des vins et on va vendre nos vins pour faire des points de victoire. Donc, c'est une course aux points. Le premier qui atteint 25 points met fin à la partie. On finit le round et ensuite de ça, on calcule les points. Puis là-dedans, mais en fait, on a notre vignoble devant nous. Donc, on a un plateau de jeu avec plusieurs installations qu'on peut construire pour nous rendre de plus en plus efficaces. On a nos champs où on va aller planter des vignes pour récolter du vin. On va faire vieillir, en fait, ces vins-là, ces vignes-là, pour pouvoir, ces raisins-là. Puis ces vins-là, pour pouvoir rapporter plus de points, on va prendre des commandes qu'on va remplir. Et le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe en saison. Donc, il y a 4 saisons. Et à chaque saison, il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur le plateau. Donc, des actions de plus qui sont disponibles et toutes fit ensemble. Donc, par exemple, je sais pas moi, à l'été, on peut acheter des nouveaux plants qu'on peut planter. Mais là, on peut les planter seulement rendus à l'automne. Et là, il y a des choses comme ça qui vont se passer à chaque saison. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as tout le temps le choix. Parce que si je voudrais, je pourrais, en fait, à la première saison, décider de dépenser tous mes ouvriers pour faire toutes les actions qui sont disponibles là. Par contre, pour les 3 autres saisons, j'aurais plus d'ouvriers. Donc, c'est à moi de décider comment je les distribue durant la saison pour être capable de pouvoir faire toutes les actions que je veux, puis maximiser mon tour. C'est super intéressant, c'est satisfaisant, c'est beau, ça joue bien, c'est un classique de Stonemaier Games fait par Jimmy Stegmaier. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, il faut vraiment essayer-le.
essayez-le, c'est vraiment un bon jeu. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 28, Viticulture. Numéro 27, c'est un jeu, cette fois-ci, c'est pas un Eurogame, c'est plus un jeu de skirmish, je vous dirais, mais pas seulement de skirmish, c'est un deck builder, c'est un jeu d'exploration, un peu dungeon crawler, c'est difficile de mettre un terme précis sur le jeu parce qu'il y a tellement de mécaniques intéressantes, c'est super bon comme jeu, c'est beau, c'est efficace. Ça a été une de mes surprises, je vous dirais, de 2021, un jeu que j'apprécie tout le temps mettre sur la table. Et c'est le jeu Black Rose Wars. Donc ici, j'ai la version retail. Donc on se rend compte que la boîte, elle fait pas 1 kilomètre de long, c'est pour ça. Mais c'est un jeu qui a été financé premièrement sur Kickstarter. Donc dans Black Rose Wars, qu'est-ce qu'on fait? On incarne des mages. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vouloir se combattre. Donc on est sur un plateau avec plusieurs salles et chaque salle a des pouvoirs spéciaux qu'on peut activer. Chaque mage possède en fait des capacités dans différentes écoles de magie. Et là, avec ces écoles de magie-là, ben, on regagne des cartes. Donc, on se construit un deck de cartes. Et avec ces cartes-là, ben, en fait, on va pouvoir faire différentes actions, attaquer les adversaires, tout ça, jusqu'à temps que quelqu'un remporte la partie. C'est vraiment bien fait, comme je le disais, c'est super bon, ça se joue quand même rapidement. Puis c'est ça, une super belle découverte qui va rester dans ma collection vraiment longtemps. C'est pour ça qu'il est dans mon numéro 27. Et c'est Black Rose Wars. Numéro 26, on retourne dans les Eurogames, mais là, plus dans un jeu de type économique. Et c'est un jeu, en fait, qui se passe en Écosse. C'est une toute petite boîte. Où une fois que tu l'as ouverte et que tu as sorti tout ce qu'il y avait dedans, mais tu as de la misère à la refermer parce que qui fait des boîtes de jeux aussi petites? Mais bon, avec un bon rangement, ça se range bien. C'est Clans of Caledonia. Donc, Clans of Caledonia, c'est un bijou. C'est un jeu que... c'est le genre de jeu que tu sais pas trop à quoi t'attendre quand tu l'achètes. Puis là, tu te ramasses avec ça, puis tu commences à jouer et t'es comme « Wow! » C'est quelque chose. C'est un jeu qui est... C'est si bon. C'est un jeu, dans le fond, dans lequel tu vas vouloir faire un peu de contrôle de territoire. Parce qu'il y a une carte qui est partagée par tout le monde. Et là, dans cette carte-là, ce qu'on veut faire, c'est déployer un peu nos différents types d'ouvriers, en fait, parce qu'on va pouvoir déployer des vaches, des ouvriers, différentes choses pour pouvoir ramasser différentes ressources. Et là, par exemple, les vaches vont nous procurer du lait, les moutons vont nous procurer de la laine, nos ouvriers vont nous procurer différentes ressources. Et là, on va pouvoir faire des ressources plus développées si on se crée certaines usines. Par exemple, avec mon lait, je peux faire du fromage si j'ai une fromagerie. Je peux créer du whisky. En fait, je peux créer, en fait, du blé. Et là, ensuite, je peux avoir une distillerie puis créer du whisky. Donc, je crée des ressources simples, je peux créer des ressources plus complexes en ayant certaines industries sur la carte. Pendant ce temps-là, j'essaie de faire des regroupements de mes industries, mais un peu partout pour pouvoir contrôler le plus de territoire possible avec des petits groupes qui me représentent pour pouvoir gagner des points de victoire à la fin de la partie. En plus de tout ça, si je vais aux 4 coins de la carte, il y a des bonus que je peux avoir qui vont pouvoir m'aider dans la partie. Et là, je me développe, j'essaie de créer le plus de ressources possible. Et là, avec ces ressources-là, je remplis des commandes. Ces commandes-là vont me donner des points de victoire. Mais les ressources que j'ai, je peux également les vendre ou en acheter. Et là, il y a tout un principe d'offre et de demande. Donc, si par exemple, moi, j'ai plein de fromages à vendre, les premiers que je vais vendre, je vais me faire plein d'argent. Mais là, quand on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de fromage qui est vendu, mais le fromage va valoir de moins en moins cher. Et là, je me ferai moins en moins d'argent. Même chose, j'ai besoin d'en acheter. Donc, les prix vont s'ajuster, la valeur va s'ajuster. En plus de tout ça, tout le monde va incarner une famille écossaise différente avec des pouvoirs différents au début de partie. Donc, il y a de l'asymétrie. C'est tellement riche comme jeu, c'est tellement le fun à jouer. Je pourrais pas vous le vendre assez, ce jeu-là. C'est vraiment une perle. Puis j'ai pas assez entendu de gens en parler. C'est vraiment un jeu que je trouve que c'est dommage que les gens en parlent pas plus. Parce que, pour vrai, c'est excellent. C'est... vraiment un excellent jeu. C'est pour ça qu'il est dans mon numéro 26. C'est Clans of Caledonia. Pour mon numéro 27,
2005, tout le monde sait que j'ai un petit penchant pour les jeux qui se passent dans l'univers de H.P. Lovecraft. Et il y a toujours un jeu, il y a comme un jeu mythique de cet univers-là que j'ai toujours voulu me procurer, mais qui est tellement dur à se procurer en dehors des campagnes Kickstarter, et non seulement parce qu'il est rare, mais parce qu'il coûte cher aussi, parce que, entre autres, il y a des figurines gigantesques dans le jeu, ce qui explique un peu le prix. Mais ce jeu-là, en fait, ils ont créé une version duel durant l'année 2020 ou 2021, quelque part là-dedans. Et c'est Cthulhu Wars, mais la version duel. Donc là, à la place d'avoir la géante boîte avec les géantes figurines, ben en fait, on a une toute petite boîte, et dans la toute petite boîte, il y a deux clans, deux factions, deux grands anciens qui vont s'affronter sur une plus petite carte. Et avec tous les mêmes principes à peu près que Cthulhu Wars, mais vraiment balancé pour que ça soit à 2 joueurs. Donc non seulement c'est plus petit, mais c'est tellement plus abordable. C'est quelque chose comme 25$ pour la boîte, c'est tellement ridicule. Et là, moi j'ai la première qui ont sorti, mais ils planifient en fait d'en sortir plusieurs à Peterson Games. Donc en fait, ils vont sortir à peu près tous les grands anciens, j'ai l'impression, avec chacun des cartes différentes. Et ensuite, tu vas pouvoir mélanger les boîtes et jouer avec les différents grands anciens. Donc, on s'affronte. On représente un grand ancien avec ses mignons, si on veut, les autres monstres qu'il représente, les cultistes, tout ça. Et on essaie de contrôler la carte et d'attaquer l'adversaire pour remporter, en fait, le contrôle de certains territoires. Et, à travers tout ça, on évolue. Et on a comme des livres de sorts qui nous donnent des pouvoirs spéciaux sur notre plateau de joueurs. Ils sont pas actifs au début de la partie. Là, dans le courant de la partie, en réalisant certains achievements, si on veut, parce que c'est marqué si tu réalises telle affaire, mais là, tu peux débloquer ce livre-là, par exemple. Donc là, quand tu réalises les différents achievements, tu débloques tes livres, et là, tu deviens de plus en plus puissant pour pouvoir attaquer ton adversaire. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Et pour avoir regardé beaucoup de parties de Cthulhu Wars, avoir étudié les règles, avoir regardé sur Tabletop Simulator et avoir souvent songé à mettre la main dans mon portefeuille pour pouvoir me procurer la boîte, en fait, je peux vous dire que ça y ressemble vraiment beaucoup. En fait, plus que beaucoup. C'est vraiment bien recopié, super bien balancé, super intéressant. Bref, si vous aimez l'univers de H.P. Lovecraft, si vous êtes intéressé par Cthulhu Wars, si vous aimez les jeux de skirmish à 2 joueurs, je vous le conseille fortement, c'est très très bon. C'est pour ça qu'il est dans la position 25, donc Cthulhu Wars Duel. Position 24, c'est un des premiers jeux que je me suis procuré, en fait, qui était plus gros que les jeux d'introduction. Plus gros que Small World, plus gros que les Aventuriers du Rail, plus de règles à lire, plus complexe, mais qui me fait tomber en amour avec justement ces jeux-là qui sont dans une catégorie qu'on appelle expert. Puis ça a été, lui, mon tremplin vers les plus gros jeux. Et c'est lui qui m'a fait tomber en amour avec la compagnie, avec l'auteur. Puis c'est ça, avec les beaux jeux, avec les figurines, avec tout. Et ce jeu-là, c'est Scythe. Donc, j'ai la Big Box en arrière de moi, mais je voulais pas la sortir parce que c'est lourd. Fait que j'ai pris la boîte de base qui est maintenant vide. Donc, Scythe, un jeu de Stonemaier Games encore, écrit par Jamie Stegmaier. Donc, c'est un Eurogame. Eurogame avec un peu de confrontation. Donc, dans Scythe, ce qui est intéressant, c'est une course à réaliser certains objectifs. Donc, dans le jeu, tu as différents objectifs. Par exemple, atteindre le maximum en popularité, atteindre le maximum sur la piste de guerre, gagner un combat contre un adversaire, réaliser ton objectif personnel. Il y a plein il y en a 6 en fait comme ça. Et là, le but, c'est de les réaliser. Et le premier qui réussit à réaliser, je pense, les 6 ou un certain nombre, c'est un petit bout que j'y ai pas joué, va mettre fin à la partie, on va calculer les points de victoire. Et là, celui qui a le plus de points de victoire va remporter la partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des objectifs, il y a des façons de faire des points de victoire, mais tout ça dépend de ta réputation. Donc, plus ta réputation est
est haute, et plus le multiplicateur pour tes points de victoire va être important à la fin de la partie. Donc, tout ce principe-là est super intéressant. Le jeu est magnifique, c'est dans les plus beaux jeux que je possède. L'art du jeu, les cartes, tout ça, c'est outstanding. Je pense, ouais, c'est le plus beau jeu que je possède. Chaque carte va raconter une histoire. Tout ça, c'est super intéressant. Les factions sont asymétriques. Donc, il n'y a pas un joueur qui a les mêmes pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas prendre un plateau joueur et un plateau de factions aléatoires au début de la partie. Donc, tu n'as jamais les mêmes mix de pouvoirs et d'actions. Et là, ce qui est intéressant aussi avec les actions, c'est que tu as un plateau devant toi avec des actions. Et là, tu as un pion pour aller noter, en fait, quelle action tu veux faire ce tour-ci. Donc, tu mets ton pion sur l'action. Tu peux pas le répéter, par contre. Fait que si j'ai fait cette action-là ce tour-ci, mais le tour prochain, je peux pas répéter la même action. Dans tes actions, mais tu peux produire, tu peux déplacer tes personnages, il y a plein de choses que tu peux faire. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en plus d'avoir l'action du haut qui est basique, comme justement déplacer, produire, tout ça, tu as l'action du bas que tu peux activer. Donc, tu actives les deux actions sur une case. L'action du bas, ben c'est plus spécifique. C'est dépenser des ressources pour construire certaines choses, justement pour atteindre les différents objectifs, développer un peu ta faction, te rendre plus fort et te rendre plus efficace dans le jeu. Parce que au fur et à mesure de la partie, tu vas devenir vraiment plus efficace. Les actions vont te coûter moins cher. Tu vas pouvoir faire plus de choses. Donc, tous les principes dans ce jeu-là sont intéressants. C'est un jeu qui vient vraiment me chercher, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties maintenant. Il y en a 2 qui sont sorties. Une qui rajoute 2 autres joueurs pour pouvoir jouer à 7. T'as même une géante carte, si tu veux. Et t'en as une qui te rajoute, en fait, là, différents modules super intéressants. Et t'as même une petite extension Legacy avec une campagne. Bref, t'as plein de choses. C'est super bon, c'est beau, c'est efficace. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il est dans ma position 24 et c'est ça. Position 23, c'est un jeu auquel vous êtes familier parce que j'ai joué avec vous plusieurs fois. J'ai joué pas tout seul, j'ai joué avec Elsa de Ludipsy. Et c'est le jeu Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, en fait, des 2 Gloomhaven, c'est mon préféré. Parce que, tout simplement, parce que t'as pas le hustle de tout devoir sortir de la géante boîte et installer les scénarios. Et là, ça n'en finit plus. Tu finis le scénario et là, faut tout que tu ranges pour ressortir d'autres choses. Celui-là est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Ils ont streamliné certains détails. Donc, j'ose espérer que Frosthaven va ressembler à ça en termes d'accessibilité, je dirais, parce que ça fait en sorte que tu as beaucoup plus le goût de le sortir et d'y jouer. Et il est très très bon. Jusqu'à présent, ben, j'apprécie. Si vous voulez savoir où on est rendu avec la campagne, mais vous pouvez regarder nos parties à moi et Elsa qu'on fait en live certains dimanches. Donc, ils sont sur la chaîne et on va continuer dès que c'est possible. Mais bref, c'est ça, c'est une belle petite pépite qui vous présente le monde de Gloomhaven. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que si jamais vous avez jamais joué à Gloomhaven et que là, vous devez décider si vous voulez investir autant d'argent pour avoir la gigantesque boîte avec 90 scénarios, mais vous savez pas si vous allez même aimer ça, faire un scénario, ben cette boîte-là, elle coûte une $50 et ils vont sortir bientôt la version française, La Mâchoire du Lion, donc ça s'en vient, là, ils l'ont annoncé. Et ben avec celle-là, vous pouvez apprendre à jouer au jeu parce qu'il y a un tutoriel pour vraiment vous introduire au jeu en douceur. Vous pouvez passer à travers les scénarios. Il y en a environ, je dirais, entre 25 et 30. Je suis plus trop certaine dans cette boîte-là. Et une fois que c'est fait, ben, c'est comme un prélude à Gloomhaven. Donc, vous n'êtes pas spoilé rien. Vous n'avez rien fait pour rien parce que vous allez tout pouvoir continuer avec Gloomhaven après si vous l'avez aimé. Et si ben, vous l'avez pas aimé, mais c'est un moins gros investissement et c'est une façon beaucoup plus facile de s'introduire à Gloomhaven. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça qu'il est dans la position 24 et c'est Gloomhaven, Jaws of the Lion. Position 22 et c'est le premier Kickstarter que j'ai backé de toute ma vie, celui qui m'a donné la piqûre et qui fait en sorte que mon portefeuille se sent beaucoup plus léger depuis, et c'est le jeu Seventh Continent. Donc, The Seventh Continent, c'est un jeu, en fait, d'exploration d'aventure. Je dirais narratif, mais en fait, il n'est pas tant narratif, le jeu. Dans celui-là, vous incarnez des explorateurs qui se réveillent sur le 7e continent. Vous savez pas où vous êtes, mais vous êtes pris d'une malédiction.
Et là, vous allez devoir explorer le continent dans l'espoir de pouvoir mettre fin à cette malédiction-là, mais vous savez absolument pas ce que vous avez besoin de faire pour réussir. Et là, vous allez explorer le continent sous forme de cartes. Et là, sur chacune des cartes que vous pouvez explorer, il y a des petits numéros. Et là, les numéros, en fait, vous mènent à piocher d'autres cartes qui vous expliquent un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez déclenché, tout ça. Et qui vous amène à explorer le continent, découvrir de nouveaux objets, tout ça, chasser pour nourrir vos personnages. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça fonctionne avec des cartes d'action. Vous avez un deck d'action commun à tous les joueurs et vous avez des cartes que vous placez devant vous, parce qu'il n'y a pas vraiment des cartes d'action que vous avez en main que vous allez jouer, mais plus des cartes qui sont placées devant vous, des objets, tout ça, que vous pouvez justement utiliser. Et faire les différentes actions sur les cartes demande de prendre un risque et de dépenser certaines cartes d'action pour les mettre dans la défausse. Par contre, en faisant ça, en les dépensant, là, on va essayer de calculer les petites étoiles sur les cartes, parce que chaque carte peut avoir des étoiles ou des demi-étoiles qu'on peut regrouper avec d'autres cartes. Donc là, il faut évaluer, OK, j'ai besoin de 2 succès pour cette action-là, combien de cartes je dois piger et défausser pour pouvoir le réussir. Ce qui est tricky là-dedans, c'est que le deck d'action, il se remplit pas facilement. Donc la défausse, on la remélange jamais pour la mettre dans le deck d'action. On gagne des cartes de différentes façons, entre autres en mangeant, en chassant. Puis ce qui arrive, c'est que si jamais on a vidé complètement notre deck d'action, parce que aussi quand on est blessé ou quand il arrive certaines choses, on en perd des cartes, fait qu'ils se vident quand même rapidement. Puis si jamais on l'a vidé et que là, on doit réaliser des actions, mais on réalise avec les cartes de la défausse plutôt. Sauf que dans notre paquet de cartes, en plus des cartes action, tout ça, on a des cartes malédiction. Et si jamais en piochant de la défausse, on pioche une carte malédiction, en fait, on a perdu la partie. Donc, c'est des parties qui prennent beaucoup de temps. La première malédiction que vous allez faire peut vous prendre 18 heures à réaliser. C'est très très long. Vous faites pas ça en une seule partie. Il y a des mécanismes de sauvegarde dans le jeu, mais c'est vraiment bon. Je connais pas d'autres jeux qui fait ça comme ça. Il y a plusieurs malédictions dans la boîte et c'est un jeu que j'ai l'impression que je vais revisiter souvent pour essayer de faire toutes les malédictions parce que c'est si bon, même si ça fait vraiment longtemps que je l'ai. J'en parle puis je suis comme wow, c'est vraiment un bon jeu. Je suis vraiment excitée. Donc c'est pour ça qu'il y a ma position 22 et c'est le 7e continent. Position 21, c'est un jeu que j'ai débuté en aimant vraiment beaucoup et qu'au fur et à mesure des parties, je l'aimais plus. Jusqu'à temps qu'un certain moment se passe, je devienne un peu plus expérimentée dans le monde des jeux de société, un peu plus habituée avec les jeux un peu plus experts. Puis qu'en fait, je me rends compte que ce jeu-là est franchement incroyable et maintenant c'est dans mes top jeux et c'est Terraforming Mars. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait des vidéos de stratégie, j'ai fait des vidéos de comment pimper, des vidéos sur les extensions. Tu fais d'autres vidéos, probablement. Bref, Terraforming Mars, c'est un jeu qui est excellent. Je pense qu'il se passe des présentations, mais rapidement dans ce jeu-là, c'est un jeu de engine builder où en fait, ça va devenir de plus en plus efficace au fur et à mesure que la partie avance. Donc, un type de jeu gestion de ressources avec draft de cartes dans lequel on veut essayer de terraformer Mars. Donc, on incarne une corporation et là, ce qu'on veut faire, c'est amener Mars à être habitable. Donc, on veut augmenter les paramètres comme l'oxygène, la température, placer des forêts, placer des tuiles océans, jusqu'à temps que tout soit au maximum, en fait, dans le jeu pour que ce soit habitable pour l'être humain. Donc, chaque joueur incarne une corporation. Tout le monde, en fait, compétitionne pour être le plus efficace pour justement terraformer Mars et remporter des points de victoire. C'est super intéressant comme jeu, vraiment profond. Il y a tellement de possibilités juste dans le jeu de base avec toutes les cartes qu'il y a que c'est difficile de faire le tour, mais si jamais c'est le cas, mais il existe comme 4 extensions au jeu. Fait il y a vraiment de quoi faire, même 5 extensions, excusez-moi. Mais c'est ça, c'est excellent. Puis à chaque fois, j'ai tout le temps le goût d'y jouer à ce jeu-là. Je pense que je me lasserai jamais. C'est maintenant d'or et à présent dans mon top de jeux. Et c'est ma position 21, Terraforming Mars.
poursuit le top 30 avec le numéro 20. Donc le numéro 20, c'est un jeu de dungeon crawler coopératif qui se passe dans l'univers de H.P. Lovecraft, mais dans une mise en scène un peu spéciale et hors du commun, en fait, parce que ça se passe sous l'eau. Et ben on doit essayer de survivre et trouver et se sortir du pétrin. Donc il y a plusieurs scénarios avec plusieurs objectifs différents. Et ce jeu-là, ben c'est Deep Madness. Donc c'est un Kickstarter que j'avais pas eu la chance de backer, mais que j'ai été assez chanceuse pour trouver en fait quelqu'un qui le revendait. Donc je me le suis procuré avec quelques extensions et c'est un jeu qui est vraiment, vraiment plaisant à jouer, très fluide, mais pas facile. Dans ma collection, ça doit être un des jeux les plus difficiles à remporter, donc il est vraiment bien dans le thème de H.P. Lovecraft pour ça, justement, parce qu'il est extrêmement dur à gagner. Mais vraiment fun. Donc, si vous aimez les challenges, les jeux coopératifs où c'est dur de gagner, où tout le monde doit coopérer et utiliser son plein potentiel de pouvoir des personnages pour justement pouvoir mener à la victoire, ben ce jeu-là est pour vous et c'est Deep Madness. À ma position 19, c'est un jeu qui en fait était un remake qui a été fait en 2020-2021, je suis pas certaine, par Kuni Arnott. C'est un jeu avec des figurines, un Tower Defense, mais qui se passe en temps réel. Et c'est Projet Elite. Donc, dans Projet Elite, en fait, c'est un Tower Defense. Donc, ce qu'on veut faire, c'est protéger notre base à tout prix pour pas que les aliens viennent l'envahir. Donc, on doit, c'est ça, les empêcher d'avancer et en même temps essayer de réaliser les différents objectifs des différents scénarios. Donc, juste dans la boîte de base, il y a quelques scénarios disponibles. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, et 2 côtés de cartes, donc pour racheter de la variété. Et bien là, ça se passe avec des dés, on roule des dés frénétiquement, on essaie d'effectuer les actions sur les dés, mais les dés ont pas toutes des faces qui vont nous aider, donc il y a certaines faces qui vont faire progresser les aliens vers notre base, donc si on fait pas attention et qu'on gère pas bien comment est-ce qu'on utilise notre tour, qu'on roule trop de dés, mais ça se peut que les aliens nous envahissent et on le souhaite pas, donc il y a différents aliens, différents pouvoirs spéciaux. Vraiment bon, vraiment excitant, ça se passe en 1 minute, puis c'est stressant, ouais, mais c'est efficace, c'est vraiment bon, je le conseille si vous aimez ça, les jeux coop stressants, définitivement quelque chose à essayer, c'est pour ça qu'il est dans ma position 19, et c'est Projet Elite. Position 18, donc un jeu qui se joue à 2 joueurs. En fait, il peut jouer jusqu'à 4, mais c'est quelque chose que les gens font pas parce qu'il est vraiment plus designé pour jouer à 2 joueurs. C'est un jeu de licence de Fantasy Flight Games et sous le thème de Star Wars. Et c'est Star Wars Rebellion, donc un jeu de guerre à 2 joueurs où un va incarner l'Empire et l'autre les rebelles. Et là, ce qu'on essaie de faire, en fait, quand on est rebelle, c'est qu'on a une base secrète. Donc, on a la carte de la galaxie devant nous et les rebelles, autant que l'Empire, vont en fait là, déployer des vaisseaux spatials, une grosse flotte militaire, essayer d'explorer les différentes planètes. Et là, l'Empire essaie de retrouver où est la base rebelle. Et la base rebelle, elle est cachée, on sait pas quelle planète la représente, mais elle est cachée là. Et si jamais ils arrivent là, ils ont remporté la partie. Tandis que les rebelles, eux autres, essaient de réaliser certains objectifs pour pouvoir avancer sur une track. Et si jamais, ils arrivent à un certain endroit, ils ont remporté la partie. Donc, c'est une bataille comme ça qui va se passer. Là, il y a des cartes événements, il y a des cartes actions, et là, on reproduit certaines choses qui se passent dans les films, ou en fait qu'on aurait aimé qui se passe dans les films. Il y a plein de choses. C'est hyper thématique. C'est tellement... c'est épique comme jeu. C'est le genre de jeu que tu vas jouer une partie, tu vas t'en souvenir longtemps, tu vas savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi l'autre a remporté la partie. C'est vraiment bon. C'est un bonbon. Ça se joue à 2. En ce moment, on aime ça en plus, les jeux qui se jouent à 2. Bref, je vous le conseille, c'est pour ça qu'il est dans ma position 18 et c'est Star Wars Rebellion. Position 17, un jeu coopératif post-apocalyptique qui joue super efficacement avec des cartes et des dés super le fun à jouer. Et ce qui est le fun, c'est que c'est post-apocalyptique, mais tu choisis
ton apocalypse. Vous savez pas encore de quel jeu je vous parle, mais je vous parle de Maximum Apocalypse. C'est une petite boîte, mais il faut pas se laisser duper par le fait que c'est tout petit parce que c'est un grand jeu. C'est super le fun, il y a plein d'apocalypses là-dedans. Si t'as des extensions, en plus, t'en rajoutes tout plein. Là. Il y a les dinosaures, les insectes géants, les robots, les zombies, les personnages de Cthulhu. Plein de choses. Et là, ce qui est fun, c'est que, dans le fond, tu as un paquet de cartes qui sont des scénarios. Et là, tu peux progresser dans l'histoire à travers les scénarios et à travers les apocalypses, ou tu peux y aller freestyle, faire comme moi, j'ai le goût de faire tel apocalypse. Ça marche aussi. C'est vraiment le fun parce que là, tu explores, en fait, la carte devant toi qui est des tuiles sélectionnées selon le scénario que tu vas faire et qui sont placées face cachée. Tu sais pas quoi et où. Et là, ben, il faut que tu essaies de réaliser les objectifs des scénarios qui sont très, très différents. Tu peux escorter quelqu'un et essayer de survivre. Tu peux essayer de trouver une ressource spéciale. Il y a plein de choses que tu peux faire dans cette partie-là. Et là, tu incarnes des personnages. Il y en a tout plein à choisir. Chacun a des decks parce que ça joue avec des cartes. Donc, ils ont des decks de cartes totalement différents. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu ramasses des items, tu deviens plus fort. Puis, c'est satisfaisant. Ça joue bien, c'est efficace, ça se transporte bien, ça t'amène n'importe où. C'est un jeu que tu peux amener en camping, puis pourtant, c'est vraiment, vraiment profond comme jeu. Un super bon dungeon crawler d'aventure. Vraiment solide comme jeu. C'est Maximum Apocalypse. C'est un jeu coopératif deck building. C'est un jeu que j'ai plus la boîte parce que mais oui, éventuellement on a terminé la campagne de ce jeu-là et donc il n'y avait plus de boîte de disponible. Alors je prends la boîte du jeu de base et c'est Aeon Zen, mais moi je vais vous parler de sa version Legacy. Donc Aeon Zen Legacy, je vais faire apparaître une boîte ici. Donc en fait, Aeon Zen Legacy, ben, c'est ça, comme je le disais, c'est un jeu coop. Non, en fait, de deck building où tu vas essayer d'affronter des némésis, donc des méchants, et tu vas essayer de les tuer tout en protégeant la ville pour pas qu'elle se fasse détruire, parce que si elle se fait détruire, mais vous avez perdu. Donc, au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu, tu deviens de plus en plus fort, tu maîtrises des sorts, et les sorts, ben, tu dois les préparer devant toi sur des brèches. Donc, tu dois ouvrir ces brèches-là, ensuite placer tes sorts pour le tour d'après, pour lancer tes sorts au début de ton tour, et ensuite planifier tout le reste. C'est super le fun, demande beaucoup de réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que tu brasses jamais ton paquet de cartes. Donc, tu vas défausser tes cartes au fur et à mesure que tu réalises les actions. Et quand, en fait, tu n'auras plus de cartes disponibles, tu vas prendre ton paquet de cartes et tu vas simplement le flipper de l'autre côté pour qu'il redevienne ton paquet où tu vas piocher. Et là, ben, ça fait en sorte que tu as un contrôle sur dans quel ordre les cartes vont arriver et tout ça. Donc, tu as le jeu de base qui est vraiment très intéressant, qui offre beaucoup de diversité, mais tu as la version Legacy qui t'offre une histoire et où ton mage va évoluer de différentes façons. Il va y avoir des règles qui vont apparaître en cours de partie. Au début, ça va être très simple, une version très épurée de Aeon Zen, et plus on va avancer dans les scénarios, bien plus le jeu va se développer et qu'il y a des nouvelles règles, même inédites, à ce jeu-là qui vont apparaître, des nouvelles cartes, les mages deviennent plus forts, deviennent très personnalisés et ça devient de plus en plus difficile. C'est super intéressant, super fun à faire. C'est le premier jeu de ce type-là que je passe et que je passe aussi vite que ça. Je pense que en une semaine, c'était terminé. À tous les jours, on jouait et c'était difficile de s'arrêter, là. Si on faisait une partie, on en faisait 3 dans la même journée, là. C'était addictif comme jeu, on y a joué vraiment beaucoup. Je pense que de tous les jeux Legacy ou de campagne même que je possède, ça a été une de mes plus belles expériences avec plein de rebondissements, de surprises, tout ça. C'est satisfaisant d'ouvrir les enveloppes. Et ce qui était le fun aussi, c'est que il y a une grande partie de ce qu'il y avait dans la boîte Legacy qui se retrouve dans ma boîte de base. Donc, à peu près 70% du jeu de Aeon Zen Legacy peut se mélanger à la boîte de base et vous rajouter des extensions si on veut, des nouvelles cartes, des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques. Donc, tout n'est pas perdu une fois que c'est terminé. Puis c'est ça, vraiment une belle expérience. C'est pour ça qu'il est dans la position 16 et c'est Aeon Zen Legacy. Numéro 15. Un jeu de ma compagnie préférée de tous les temps. Donc là, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez de qui je parle, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Awaken Realms. Et ce jeu-là, ben, c'est un jeu de contrôle de territoire multijoueur.
Et ben, je pense qu'il se passe des présentations, se passe dans un univers grec, mais steampunk un peu, donc mythique, mais futuristique en même temps. Donc le style est très spécial, bien à lui, mais le jeu est super intéressant. Donc on incarne des, pas des dieux grecs, mais des héros grecs de la Grèce antique. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mener des armées et on va essayer de remporter la partie versus les autres joueurs. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs façons de remporter la partie. Donc, on peut contrôler un certain nombre de territoires. Ça va nous faire remporter la partie. On peut contrôler un certain nombre de temples. Ça va nous faire remporter la partie. On peut tuer un certain nombre de créatures mythiques. Ça va nous faire remporter la partie. Ou on peut encore contrôler pendant un certain nombre de tours un territoire contenant un monument terminé et on va remporter la partie. Donc, il y a tellement de façons de gagner que c'est rocambolesque comme partie. Surtout quand tu joues à 4 parce qu'ils jouent de 1 à 4. Et ben, il y a tellement de choses à regarder sur le plateau. Il y a ta stratégie, ce que tu veux faire, de regarder tout le temps qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux remporter la partie. En plus de ça, il faut que tu regardes tout ce que les autres joueurs font. Fait qu'il y a tout le temps plein de choses qui vont se passer, mais outre ça, c'est un jeu qui est magnifique, qui a une belle présence sur la table. Donc, il y a des monuments qu'on va vouloir construire, des monuments de dieux grecs. Et là, ben, ces monuments-là, c'est des figurines assez hautes quand même et qui vont se construire petit à petit. Donc, ils s'assemblent comme des pièces de puzzle sur la carte jusqu'à être complètes. Et là, ben, ces monuments-là, on peut envoyer nos prêtres parce que dans notre armée, on a des prêtres, on les envoie prier sur ces monuments-là et ça nous rapporte certains pouvoirs spéciaux. Ça fait augmenter nos statistiques de héros, ce qui nous rend plus fort dans différentes choses, ce qui est vraiment intéressant. Et là, ben, en fait, on peut aussi gagner plein de différents types d'artefacts, différents types de pouvoirs dans le jeu. Donc, on se personnalise vraiment beaucoup au fur et à mesure d'une partie. On évolue beaucoup. On a vraiment ce sentiment-là de progression, de devenir de plus en plus efficace, mais ça pour tout le monde. Et là, dans la partie, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut attaquer les autres, on peut contrôler des territoires, on peut construire des temples, on peut envoyer nos prêtres prier. On peut aller sur des quêtes mythiques pour remporter différentes choses. On peut également combattre des créatures mythique. Il y a plein de choses à faire et c'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant. Bref, c'est dans mon top des contrôles de territoire, mais c'est dans mon top des jeux de tous les temps. On est rendu au top 15. Puis là, ben, il y a son petit frère qui vient de finir sa campagne Kickstarter, donc Lords of Ragnarok, qui va se passer dans un univers viking. J'ai vraiment hâte de voir ça va ressembler à quoi. Mais bref, c'est excellent. Je vous le conseille. Essayez ça si vous aimez ce style. Vous serez pas déçus. Et c'est Lords of Hellas. Position 14, un plus petit jeu dans un univers que j'affectionne beaucoup, donc l'univers de H.P. Lovecraft. C'est un jeu de Fantasy Flight Games et je pense que c'est le plus apprécié. Si je regarde le top 100 de BGG, il me semble que c'est celui-là qui se retrouve là, au-dessus de la liste. Et c'est Arkham Horror, mais le jeu de cartes. Donc, un Living Card Game qu'on appelle un LCG. Parce que, dans le fond, c'est un jeu de cartes évolutif, parce que vous commencez avec la boîte de base. Et là, dans la boîte de base, vous avez différents choix d'investigateurs et vous avez 3 scénarios. Donc, à travers les scénarios, vos investigateurs vont devenir de plus en plus forts. Et là, vous allez pouvoir, entre chaque scénario, acheter des cartes pour améliorer votre paquet de cartes. Parce que tout se joue avec des cartes en main. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle le jeu de cartes. Donc, devenir de plus en plus fort pour les prochains scénarios. Et là, vous avez quelques améliorations disponibles dans la boîte de base. Mais là, après ça, vous avez des extensions. Là, vous avez les grosses extensions, qui sont des boîtes qui contiennent 2 scénarios. Et là, après ça, vous avez tout plein de petites extensions à cette grosse extension-là. Et vous allez comme ça dans les différents cycles. Et là, au fur et à mesure que vous jouez, vous accumulez plein de cartes, plein d'investigateurs, plein de façons d'améliorer et plein de scénarios à jouer. Donc, vous l'avez compris, c'est un jeu qui va coûter très cher au bout du compte. Mais malgré tout ça, je peux pas ne pas vous le présenter parce que c'est excellent comme jeu. Ça a représenté vraiment bien l'univers d'H.P. Lovecraft. C'est prenant, les scénarios sont bons, ça joue bien, c'est vraiment agréable d'améliorer notre investigateur de cette façon-là. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai pas beaucoup plus à dire. Puis c'est le fun parce que les scénarios, on sait pas comment les remporter. Puis on apprend tout ça au fur et à mesure qu'on joue. C'est vraiment le fun.
je vous le recommande. Donc, sachez juste que si vous embarquez là-dedans, ça va coûter quand même une petite fortune. Et c'est Horreur Arkham, le jeu de cartes en position 14. Position 13, c'est un jeu... un peu plus tôt dans le top 30, je disais que Scythe était mon jeu le plus beau que je possède. Je suis pas certaine si c'est le cas, ou si celui-là le bas, ou la cote. Il va falloir éventuellement que je fasse une vidéo là-dessus. Mais bref, c'est un jeu qui est magnifique, mais il est pas seulement magnifique, il est si bon. Si bon, ce jeu-là. C'est un jeu de construction de tableaux et dungeon builder, placement d'ouvriers, gestion de ressources, tout ça. Et c'est Everdell qui s'en vient en français. Et il n'y a pas juste le jeu qui s'en vient, il y a des vidéos sur la chaîne de Mixdeal qui s'en viennent de Everdell bientôt. Donc Everdell, c'est quoi? Mais on veut créer notre petite ville. Puis en fait, en disposant des cartes devant nous. Donc on peut disposer au total dans toute la partie 15 cartes pour créer notre ville. Donc on veut maximiser comment est-ce qu'on va placer ces cartes-là pour faire le plus de points de victoire. Et là, pour pouvoir les placer, il faut qu'on paie les ressources. Et les ressources, on va les gagner en plaçant nos ouvriers à certains endroits sur la forêt qui vont nous rapporter des ressources. Certaines cartes qu'on va placer aussi vont nous donner des ressources à certains moments de la partie. Certains pouvoirs également, ce qui fait justement la portion Engine Builder, parce qu'on commence tout petit avec pas beaucoup d'options dans nos tours, et plus la partie avance et plus on devient efficace et on peut faire plus de choses. Le jeu se joue en saison, donc à chaque saison, on remporte de nouveaux travailleurs, donc on en a de plus en plus justement pour nous rendre plus efficaces et certaines autres choses. Et ce qui est le fun, c'est que tous les joueurs vont progresser dans la partie à leur vitesse. Donc moi, je peux encore être à la première saison et un joueur être rendu beaucoup plus loin dans la partie. Ça n'a pas d'importance. Quand on termine, on attend que les autres terminent. Et notre but étant de créer notre ville de 15 cartes devant nous, la plus efficace possible, en combinant des bâtiments, mais également des habitants. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment bien fait. Un splendide jeu qui est magnifique. Une belle présence sur la table avec l'arbre en 3D qui est tout simplement, justement, magnifique. Il n'y a pas grand autre mot pour le décrire. C'est un jeu que je me lasse pas. Je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas encore parce que vous attendez la version française. Garochez-vous sur la version française, vous ne serez pas déçus. C'est pour ça qu'il est dans la position 13 et c'est Everdell. Position 12, c'est un jeu de Yum évolué. Donc, il y en a qui vont l'avoir deviné, d'autres pas. C'est un jeu, en fait, de skirmish où on s'affronte. Ça joue jusqu'à 6, techniquement. Je vous dirais que c'est un jeu qui est vraiment meilleur en duel, donc 1 contre 1. Et c'est Dice Throne. Je vous présente la saison 2 parce que c'est ma préférée des deux qui sont disponibles. Donc, dans Dice Throne, on incarne un personnage. Chaque saison en possède 8. Si vous avez acheté le Kickstarter, vous avez la grosse boîte avec tous les personnages à l'intérieur. Sinon, ils se vendent en boutique. 2 personnages à l'achat, je pense que c'est comme 20-25$ par coffret. Et là, vous pouvez acheter chacun des coffrets. Donc, au total, avec les 2 saisons, on a 16 personnages disponibles. Et chaque personnage a différentes particularités. Donc, en fait, ils ont différents pouvoirs pour pouvoir attaquer l'autre joueur et un paquet de cartes et une façon de jouer complètement différente. Donc, à chaque fois qu'on joue un nouveau personnage, il faut lire le pamphlet, savoir un peu comment il joue, tout ça. Et là, on lance les dés, on essaie de faire des combos pour déclencher les pouvoirs spéciaux de nos personnages et attaquer l'adversaire. L'adversaire fait la même chose et c'est tout simplement celui qui a réussi à éliminer l'adversaire le premier. C'est rapide, c'est efficace, c'est super bon. Puis il y a une version française en plus de la saison 1 qui est sortie grâce à Lucky Duck Games, donc il devrait s'en venir dans nos boutiques quand même rapidement. Bref, allez voir ça si vous aimez le style skirmish. Vous pouvez jouer à ça avec n'importe qui, des nouveaux joueurs, c'est une bonne façon des initiés, les enfants. Je pense que c'est un jeu qui est efficace avec tout le monde, mais c'est tellement satisfaisant. C'est pour ça qu'il est en ma position 12 et c'est Dice Throne. Position 11, c'est un jeu de Cool Mini Or Not, un jeu
de Eric Lang que j'affectionne particulièrement, qui est un One versus All. Et c'est, je pense, le seul jeu de cette catégorie-là que je possède à la maison. Donc, un contre tous, et c'est The Others, Seven Sins. Donc, dans ce jeu-là, en fait, il y en a un qui va incarner un des 7 péchés capitaux. Donc, dans la boîte de base, il y en a 2. Vous pouvez acheter les 5 autres séparément, c'est des extensions. Maintenant, ils sont vraiment durs à trouver, bonne chance, mais il y en existe 7, bref. Et là, c'est ça. Donc, il y en a un qui incarne un des 7 péchés capitaux. Les autres personnes incarnent, en fait, des joueurs qui essaient de l'empêcher de remporter la partie. Et c'est ça. Donc, on a des scénarios qu'on doit faire, qu'on doit réaliser certains objectifs, en fait, quand on incarne les gentils. Et celui qui incarne le péché, il n'y a pas de tour précis. Lui, ce qu'il peut faire, c'est intervenir entre les tours des joueurs pour leur mettre des embûches. Donc, il contrôle les monstres qui vont apparaître en jeu, parce qu'il n'y a pas seulement lui, il y a différents types de monstres qu'on met en jeu, tout ça. Il joue des cartes pour nuire aux joueurs, tout plein de choses pour essayer de les empêcher de réaliser les différents objectifs pour gagner la mission. C'est vraiment le fun, c'est pas facile, c'est un bon duel, on se fait pas aimer quand on joue le péché, mais c'est ça qui rend le tout vraiment drôle et satisfaisant. Une belle pièce à avoir dans ma collection, c'est un jeu que je me déferais pas, là, parce que c'est tellement le fun à sortir, puis tous les joueurs qui jouent à ça embarquent, l'ambiance autour de la table est électrique, les joueurs veulent le remporter, surtout que le méchant, là, c'est pas seulement un jeu coop où on joue contre le jeu, mais c'est vraiment une autre personne, et là, c'est l'ennemi de toute la table au complet. C'est juste chanceux que ça dure pas pour le reste de la soirée après si vous jouez à d'autres jeux, mais il y a un risque, mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment bon. Bref, c'est vraiment, ça met une ambiance super le fun. C'est pas facile. Très, très, très tactique comme jeu, là. Si vous pensez que c'est comme un zombicide, sortez-vous ça de l'idée. C'est vraiment pas la même chose. Beaucoup plus complexe, mais vraiment bon. Bref, The Others. On est rendu à la partie vraiment excitante. Et là, c'est les gros jeux. Préparez-vous, il n'y a pas des petites affaires, c'est pas des jeux d'introduction. Aucun. Aucun des top 10, c'est des grosses boîtes. Et la plupart se trouvent sur Kickstarter, donc ça va être aussi des jeux qui sont difficiles à trouver en magasin. Mais c'est pas grave, je vous en parle parce que je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de vous parler de ces jeux-là. Et on commence avec mon numéro 10, qui est un jeu que j'affectionne d'un amour profond. Et c'est ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour ce jeu-là, c'est tellement bon, c'est un jeu sandbox, donc un sandbox, c'est un jeu où tu fais ce que tu veux dans le jeu, et c'est à peu près ça, et il le fait super bien, il joue jusqu'à 6, ça met de l'ambiance, c'est vraiment plaisant, et c'est Western Legends. Donc dans Western Legends, t'incarnes une légende de l'Ouest, et là, ce que tu veux, en fait, c'est gagner le plus de points de légende possible, c'est une course aux points, et pour mettre fin à la partie. Et là, en gagnant le plus de points de légende possible, c'est ça, tu remportes la partie. Mais comment tu les remportes, ces points-là? Tu peux les faire de différentes façons. Il y a tellement de choses. Tu peux jouer au poker pour gagner des points. Tu peux aller au cabaret pour gagner des points. Tu peux vendre des pépites d'or. Tu peux faire un hold-up à la banque, si tu veux. Tu peux combattre des bandits. Tu peux arrêter des malfrats. Et les malfrats, c'est les autres joueurs. Parce que en plus de gagner des points de victoire, il y a des pistes aussi de shérif et de wanted. Parce que si tu es un méchant, tu vas devenir wanted et ça te fait gagner des points d'être wanted. Par contre, c'est risqué parce que les autres joueurs vont gagner des points à pouvoir t'arrêter. Donc, ça peut être le but des autres joueurs de complètement t'empêcher de réaliser tes objectifs. Puis là, de l'autre côté, tu peux être très bon et justement vouloir arrêter tous les malfrats, donc autant les autres joueurs que les bandits qui sont des NPC dans le jeu et tout ça. Donc, tu peux faire ce que tu veux dans ce jeu-là. C'est si bon, c'est efficace, ça joue quand même rapidement, c'est facile à comprendre et tout se joue avec un paquet de cartes poker. Donc un paquet de cartes normales, mais sur les cartes, il y a évidemment des actions décrites dessus. Donc tu peux jouer les cartes pour juste les actions qui sont marquées dessus. Tu peux faire ça à ton tour. Tu peux également les utiliser pour gagner des combats, pour jouer au poker aussi.
plein de choses. Et là, il y a des extensions qui sont sorties, il y a plein de choses à faire, c'est si le fun. Tu vas au magasin général, tu t'achètes des items, tu peux t'acheter un cheval. Il y a rien que tu peux pas faire dans ce jeu-là. Tout ce qu'un cowboy peut faire, tu peux le faire. C'est vraiment le fun. C'est pour ça que c'est ma position 10 et c'est Western Legends. Position 9. C'est un jeu de bataille spatiale, un space opéra qui mixe extrêmement bien le skirmish, donc l'Améritrash, et le Eurogame en un seul jeu, ce qui les rend épiques. Un super bon jeu. Et c'est Eclipse. Et là, ben la deuxième version, donc Second Down for the Galaxy. J'ai fait une vidéo règle, j'ai fait une comparaison avec Eclipse et Twilight Imperium. J'ai fait une comparaison avec la première édition versus la deuxième édition. J'étais inspirée. Puis pourquoi j'étais autant inspirée que ça? Mais parce que c'est si bon. C'est tellement bon comme jeu. Donc, dans Eclipse, tu veux explorer la galaxie pour gagner le plus de points de victoire possible. Ça joue à un nombre de tours prédéterminé. Et là, t'as ta flotte de vaisseaux spatials que tu vas construire, mais t'es pas obligé de te battre avec les autres joueurs. Si tu veux pas, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est un peu un sandbox, lui aussi, dans le sens que tu peux explorer, découvrir de nouvelles planètes, les contrôler, te faire plein de ressources comme ça, gagner plein de technologies pour t'améliorer, te donner de nouveaux pouvoirs dans le jeu, améliorer ta flotte aussi parce que chaque vaisseau spatial est personnalisable. Tu peux acheter des nouveaux morceaux de vaisseaux pour les rendre de plus en plus efficaces. Tu fais ce que tu veux et c'est satisfaisant, c'est le fun. La deuxième édition a rendu le jeu ô combien meilleur et plus beau et plus efficace à mettre en place et tout. Donc, c'est une perle. Je le conseille vivement. Et c'est pour ça que c'est ma position 9. Et c'est Eclipse, Second Down for the Galaxy. Position 8. On a toute une pièce dans notre collection de jeux qui est justement une pièce de collection. Genre de jeu que tu fais une folie quand tu l'achètes. Tu te dis, je vais l'acheter, je vais l'avoir, puis ça va être le seul jeu de ce type-là que je vais posséder parce qu'il m'a coûté aussi cher, qui prend tant de place dans ma collection. Le genre de jeu que t'es comme vraiment fier d'avoir. Puis t'es d'autant plus fier quand le jeu, il est bon, il est beau, il est bon, il est efficace, t'as le goût d'y jouer, puis tu le sais que c'est un investissement que t'as fait à long terme et qui va être utile tout le temps, parce que tu vas tout le temps vouloir le sortir. Et ce jeu-là, pour moi, c'est Jeanne d'Arc, Time of Legend, Joan of Arc. C'est un jeu de guerre, de miniature wargame, mais qui se passe sur un plateau de jeu. Le plateau devant toi, c'est super simple parce que tu as des cases, fait que t'as pas des règles pour mesurer, en fait, là, la distance à laquelle tu peux te déplacer, blablabla, parce que tu as vraiment les cases où tu déplaces tes unités. Et là, tu as des scénarios. Donc, dans le fond, Jeanne d'Arc, ça représente la guerre de 100 ans qui a eu lieu en Europe. Donc, tout plein de moments marquants de cette guerre-là. Donc, tu as cette partie très, très historique où tu refais ces scénarios-là. Mais en plus de tout ça, tu as des parties fantastiques où ils ont pris les créatures fantastiques de la mythologie de cette époque-là et ils ont créé des scénarios avec ça. Donc, tu as les deux. Dans tous les cas, tu diriges une armée et tu essaies de réaliser les objectifs de ton armée versus l'autre dans les différents scénarios. Il y en a tout plein. Il y a la boîte de base, mais il y a des boîtes d'extension. D'ailleurs, j'attends. Pour l'instant, la seule extension que j'ai, à part la boîte de Stretch Goals, c'est l'extension Siège, où là, on attaque le château, mais tu as vraiment le château là, en 3D sur ta table là, qui est là, puis tu peux attaquer. C'est beau, là. C'est beau parce que sur la carte, oui, tu as le terrain, mais tu as des arbres en 3D, tu as des maisons en 3D, tu as des détails comme des roches, tout ça, pour rendre le jeu le plus réaliste possible. Et ça a une présence sur la table qui est, ma foi, fantastique. C'est un jeu qui c'est sûr, a besoin de beaucoup d'amour pour le sortir. Ça prend du temps, faut que tu t'organises pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, tu as beaucoup de planification à faire une fois que tu reçois ta boîte, mais écoute, non seulement il est beau, il est fun, il joue bien, efficace, bref, une belle pièce de ma collection. C'est pour ça que c'est mon numéro 8 et c'est Jeanne d'Arc, Time of Legends.
position 7, un jeu d'un auteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà présenté des jeux de lui, il y en a d'autres qui s'en viennent, et c'est Eric Lang. C'est un jeu de licence, donc c'est un jeu qui a été fait à partir d'un jeu vidéo très populaire, et je l'ai présenté, j'ai fait un review de ce jeu-là cette année, et c'est Bloodborne, The Board Game. Donc un jeu qui a été fait en collaboration, en fait, avec Michael Shinall et Eric Lang. Donc c'est un jeu de campagne, fait narrative. Et là, ben, le format est vraiment intéressant parce que tu vas incarner des chasseurs et tu vas essayer de réaliser les objectifs de scénario. Ce qui est le fun, c'est que tes campagnes sont tout petites. Ils se jouent en 3 parties parce que tu as 3 chapitres dans tes campagnes et après ça, c'est fini. Donc, après ça, tu passes à la prochaine campagne. Puis après ça, à la prochaine campagne. Et là, quand t'as fait comme moi, t'as pris le all-in du Kickstarter, t'es mieux de t'atteler tout de suite parce que des campagnes, t'en as. Mais c'est vraiment le fun. C'est pas facile. Ça représente bien le jeu vidéo dans ce sens-là où c'est pas facile d'aller combattre les autres monstres parce que t'es pas tout le temps sûr que tu vas t'en sortir puis que ça va bien aller. Fait que c'est tout le temps de peser le pour et le contre, prendre des risques, c'est intéressant, améliorer ton chasseur, tout ça se fait super efficacement. Un bon jeu, c'est le fun comment que tu progresses dans la campagne aussi, c'est avec un paquet de cartes, donc là il arrive un certain événement, tu révèles une certaine tuile, et là, tu le sais, quand tu révèles cette tuile-là, il faut que tu ailles chercher telle carte dans ton paquet de campagne. Et là, ben, la carte t'indique de faire différentes choses, parce qu'au début du scénario, tu le sais pas comment le remporter, et là, c'est en le faisant que tu vas savoir c'est quoi les objectifs de ton scénario. Et c'est extrêmement rejouable parce que tu as plusieurs chasseurs à essayer, mais aussi parce que le jeu, il est placé de façon aléatoire, les tuiles, donc tu n'as jamais la même façon de placer tes tuiles, donc juste pour ça, c'est vraiment facile à rejouer, mais tu peux pas faire toutes les side quests dans ton chapitre parce que sinon tu n'arriveras jamais à la fin, donc il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Donc les mêmes scénarios, tu peux les refaire plusieurs fois, ce qui rajoute une valeur de rejouabilité intéressante pour le jeu. Dans la boîte de base, tu as 4 scénarios déjà, donc c'est quand même intéressant. Bref, c'est une belle découverte de l'année 2021 et c'est Bloodborne, The Board Game. Position numéro 6. C'est, je pense, le jeu qui me fait tomber en amour avec Eric Lang. Donc, c'est pas peu dire. C'est un jeu dans un univers que j'affectionne particulièrement. Donc, H.P. Lovecraft. Encore un jeu de Cool Mini or Not. Et cette fois-ci, c'est Cthulhu Death May Die. Donc, cette bête ici. Donc, Cthulhu Death May Die, ben, c'est un jeu de figurines qui se passe dans l'univers de H.P. Lovecraft et qui est divisé en épisodes, celui-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres des boîtes. Pour chacun des épisodes, c'est rangé dans une boîte. Et là, ton objectif, ce que tu dois faire dans l'épisode, les monstres que tu dois affronter, tout ça, c'est dans la boîte avec les tokens spéciaux reliés à l'épisode, tout ça. Donc, c'est pas legacy dans le sens que tu brûles rien, tout ça, et tu peux le refaire ad vitam aeternam parce que y a pas vraiment de punch dans le jeu, c'est pas très très narratif, c'est vraiment plus un jeu d'action où tu vas aller faire le scénario. Fait que les épisodes, tu peux les refaire un nombre infini de fois. Mais c'est vraiment satisfaisant, c'est le fun d'ouvrir des boîtes et de passer à travers. La boîte de base, on l'a dévorée, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'on a passé à travers. Il y a une saison 2 aussi avec d'autres épisodes. Puis ce qui est le fun, c'est que tu choisis quel grand ancien tu vas amener en jeu à chaque fois que tu fais un épisode. Donc là, tu donnes beaucoup de rejouabilité parce que tu peux le faire avec plusieurs grands anciens. Et les personnages aussi sont intéressants parce que chaque personnage a des pouvoirs spéciaux, des skills en fait, qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la partie. Et ben, il y en a un qui est unique, donc qui se retrouve pas chez aucun autre personnage. Et ça fait en sorte que tu peux le réessayer plusieurs fois avec différents personnages pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment intéressant. Puis juste dans la façon de jouer. Donc c'est un jeu qui transfère bien l'univers de H.P. Lovecraft, l'univers de Arkham Horror, où tu ne sais pas si tu vas remporter la partie ou pas jusqu'à la toute fin, que c'est pas facile et qu'il y a beaucoup de chances que tu ne remportes pas. La même chose dans celui-là, ça m'est pas arrivé une fois encore qu'on termine un scénario qu'on se fasse « Ouais,
c'était facile. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va terminer le scénario, puis on est à un tour, ou même pas des fois à un demi-tour, que ça soit la fin, puis qu'on ait perdu. Puis là, finalement, on réussit à gagner sur une fesse, puis ça fait en sorte que c'est vraiment satisfaisant. Fait que c'est pour ça que, bref, dans ma position 5, je pense qu'on est rendu, et c'est Toulouse, Death May Die. Ok, je me suis trompée en terminant avec Death May Die, c'est ma position 6 et non 5, parce que ma position 5, en fait, c'est un jeu d'aventure narrative en monde ouvert. Oui, un monde ouvert comme Skyrim, comme Oblivion, comme tous ces jeux qu'on aime beaucoup sur les consoles. Mais là, c'est un board game en monde ouvert. Puis, ils ont réussi avec brio à le faire. J'ai été flabbergastée la première fois que j'ai joué à ce jeu-là. C'est The Hunters AD 2114. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique où on essaie de survivre et de... Mais en fait, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a un certain nombre de jours. Et là, on sait qu'au bout de ces jours-là, si on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire, qu'on sait pas ce qu'il faut faire, en fait, ben, à ce moment-là, on perd. Mais on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et que, vous comprenez? Donc, on explore le jeu, on fait les side quests, on estime qu'est-ce qui est une quête principale, qu'est-ce qui l'est pas, on essaie d'explorer les différentes pistes pour essayer d'arriver à quelque chose. Et là, ben, comment c'est un monde ouvert, en fait? C'est que vous avez votre colonie. Et là, en dessous de votre colonie, vous allez avoir des rangées où vous allez placer les cartes, parce que c'est un jeu qui se passe avec des cartes, vous allez placer les cartes des lieux que vous découvrez. Donc, on va les placer en ordre selon qui est proche de la colonie, un peu plus éloigné, puis très éloigné de la colonie. Donc, c'est plus difficile de voyager jusque-là. Et là, sur les lieux, on va placer les différentes choses que vous pouvez faire, les personnages que vous pouvez rencontrer, les événements que vous pouvez déclencher, les quêtes que vous avez peut-être déjà déclenchées. Et là, ben, quand vous allez sur un territoire en voyageant, mais là, vous devez faire le voyage et faire tous les risques, tout ça qui peuvent arriver durant le voyage. Vous arrivez à la place, vous pouvez faire toutes les actions qui sont disponibles à cette place-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu évolue dans le temps, dans le sens que tu peux aller à une place et parler à quelqu'un et la personne va dire « Reviens me voir dans 3 jours ». Et là, ben, il se passe plus rien jusque dans 3 jours. Parce que tu mets un marqueur temps sur cette carte-là et tu mets un marqueur temps sur la piste temps. Fait que là, tu le sais que dans 3 jours, tu déclenches quelque chose sur cette case-là, mais d'ici là, il faut que tu progresses dans le jeu, que tu fasses d'autres choses. C'est que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, ta colonie, tu peux avoir trouvé des plans pour construire des outils qui peuvent être très, très utiles pour tout le monde, ou des armes, ou whatever. Et là, ben, en fait, même chose, ton arme peut te dire, ben, ça prend 4 jours pour la construire. Fait que là, pendant 4 jours, tu continues, t'évolues. Et là, ben, le temps avance. Et là, ben, à un moment donné, tu fais comme, ah, ben oui, mon arme est maintenant disponible, je peux aller la récupérer, elle a été construite. Donc, tout se passe comme ça. L'histoire est bonne, c'est prenant. Tu as tout le temps des choix à faire. Tu le sais pas trop si le choix que tu as fait, c'était bon ou pas, parce que le jeu fait juste progresser de toute façon. Et là, ben, il n'y a pas juste la progression qui vont se passer en mode ouvert, là, avec ta colonie et les différentes cartes qui sont disposées sur la carte. Il va également avoir des rencontres, parce que des fois, tu vas faire des rencontres, justement, qui vont déclencher des vraies rencontres, où là, tu vas devoir prendre tes figurines de personnages, les monstres, et les installer sur des cartes prédéfinies, et faire la rencontre et combattre. Puis, c'est vraiment le fun, c'est plein d'actions. Puis là, tu te dirais, ben, c'est la partie la plus intéressante du jeu, c'est ça qu'on veut, on veut de l'action, mais c'est tellement fun, toute l'autre partie de découvrir, de déclencher des événements, rencontrer des gens, essayer de progresser dans l'histoire sans vraiment savoir où est-ce que tu t'en vas, que on dirait que c'est comme secondaire, cette partie-là, j'en parle parce que, je veux dire, c'est une partie intégrante du jeu, mais c'est vraiment pas ce qui te frappe le plus avec ce jeu-là. Bref, je pourrais vous en parler encore pendant vraiment longtemps. C'est excellent comme jeu, une belle découverte, un jeu qui va rester dans ma collection longtemps. Tu peux le refaire aussi parce que tu peux déclencher tellement d'autres choses. Il y a des extensions qui sont sorties. Je pense que, tu sais, en retail, il se trouve pas ce jeu-là. Fait qu'il faut que tu le trouves en seconde main. Et les extensions, je pense que ça va être la même chose. Ça va être plus dur à trouver, mais quand même, moi j'ai réussi à le trouver en retail, donc c'est pas impossible. Mais je vous conseille fortement. Et c'est The Hunters AD 2114. Numéro 4. Un jeu que j'ai longuement pensé qu'il allait être mon numéro 1, mais qui a été dépassé par d'autres jeux, mais qui reste
haut dans mon classement. Il est quand même dans mon top 5. Puis c'est un jeu qui, je pense, qui va rester dans mon top 5 pendant longtemps, peu importe le nombre de jeux que je vais me procurer par la suite, parce qu'il est si bon, il est si... genre de jeu que tu penses à tes parties, puis ça fait rêver, tu as juste le goût d'y rejouer. Le genre de jeu que tu peux pas sortir souvent, mais quand tu le sors, tu le sais que c'est un événement. Là. Les gens vont venir chez toi à ta soirée de jeu pour jouer à ça. Il va falloir que tu planifies ta soirée pour ça parce que c'est un jeu qui est quand même long. Mais bref, tu vas avoir plein d'histoires, c'est épique. Tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé. C'est un jeu qui est semi-coopératif de ma compagnie favorite de tous les temps, donc de Awaken Realms. Et je parle de Nemesis, que je vais essayer de prendre sans tout faire tomber. Parce qu'il vient avec son petit présentoir. Je pense qu'on peut... Et voilà. Donc, Nemesis, c'est un jeu qui se passe sur un vaisseau spatial. Je vais l'amener ici pour que vous le voyez bien. Donc, dans ce jeu-là, en fait, vous allez incarner des passagers, des ouvriers sur un vaisseau spatial. Vous êtes en cryogénisation, quelque chose comme ça, vous dormez, en fait. Et là, vous êtes réveillé parce qu'il y a une malfonction du système. Pourquoi une malfonction du système? Mais parce qu'il y a un de vos collègues qui est décédé. Mais de quelle façon, on ne sait pas. C'est mystérieux. Là, vous vous réveillez, vous savez pas. Le vaisseau, vous vous souvenez plus. Le vaisseau, il ressemble à quoi, puis les salles sont où, tout ça. Donc, tout est nouveau. Et là, vous devez explorer le vaisseau, découvrir les différentes salles qui vous offrent différentes actions. Et vous avez des objectifs qui peuvent être gentils, comme des objectifs qui peuvent être méchants. Genre, tel joueur ne doit pas survivre à la partie. Donc, on ne sait pas les objectifs des gens parce que c'est des objectifs secrets. Et là, tout le monde embarque dans le vaisseau et on essaie d'explorer, découvrir les différentes salles. Mais à chaque fois qu'on découvre une salle, il faut qu'on roule un dé pour savoir, non, le bruit qu'on fait, mais plus le bruit qu'on entend, parce qu'il y a des choses étranges qui se passent sur le vaisseau. En fait, vous l'aurez deviné, il y a des aliens. Et c'est ça, ils sont très, très, très forts. Et nous, on n'est pas très, très, très forts dans le jeu. Donc, c'est tout le temps complexe de savoir quand est-ce que ça vaut la peine d'attaquer les aliens ou pas. D'autant plus que tu peux te faire contaminer par les aliens et là, devenir un alien toi-même, ce qui te fait perdre la partie. Bref, pas perdre la partie, mais qui change un peu ton but dans la partie, parce que là, tu voudras pas que les humains remportent la partie. Et là, c'est ça, il y a plein de choses qui peuvent se passer, des rebondissements, il y a quelqu'un qui peut déclencher la séquence d'autodestruction du vaisseau, ce qui fait en sorte que le vaisseau va s'autodétruire dans tant de temps, et il faut aller dans une navette d'évacuation pour être capable de sortir du vaisseau avant qu'il explose, mais c'est pas tout le temps si simple que ça. Plein de choses, c'est super bon. Bref, je l'adore ce jeu-là. C'est le jeu qui me fait découvrir Awaken Realms et qui depuis fait en sorte qu'Awaken Realms est ma compagnie de jeux favorite et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 4 et c'est Nemesis. Numéro 3, un jeu de ma compagnie favorite de tous les temps. Et oui, on continue dans la lancée avec Awaken Realms. Et cette fois-ci, c'est un jeu d'aventure narrative qui se passe dans l'univers d'Avalon et du roi Arthur avec le Saint Graal et tout ça. Et c'est le jeu Tainted Grail. Donc, je vais le sortir. Faisant attention de ne rien abîmer. Et voilà. Je vais le mettre ici pour que vous le voyez bien. Donc, Tainted Grail, comme j'ai dit, c'est un jeu d'aventure narrative, un jeu de campagne qui se regarde et qu'on continue de partie en partie. Et dans ce jeu-là, vous incarnez des anti-héros. Donc, vous incarnez en fait l'équipe B. Parce que les héros, les vrais de vrais, l'équipe A, que tout le monde fondait ses espoirs dessus, est jamais revenu. Donc, tu as été nommé pour pouvoir aller explorer Avalon et essayer de résoudre qu'est-ce qui se passe parce que Avalon commence à être recouvert en fait là, d'une sorte de puissance, d'essence maléfique qui fait en sorte que si on est à l'extérieur du champ d'action d'un menhir qui est allumé, un beau menhir comme on voit sur la boîte de base, en fait, on subit des conséquences. Donc, on doit explorer la carte. Et la carte, en fait, c'est des successions de cartes, justement, qu'on va placer ensemble pour former une carte qu'on va explorer.
Tout ça en essayant de garder les menhirs allumés pour nous protéger, tout en explorant, réalisant les différentes actions. Donc, sur les cartes, un peu comme dans Seven Continents, tu vas avoir des chiffres décrits dessus, tu vas pouvoir aller faire les actions qui sont marquées là, et les chiffres, des fois, vont t'amener dans le journal de campagne, là, tu vas rechercher le chiffre en particulier, ça va t'amener à un texte qui va t'amener à faire des tests, prendre des décisions, des rencontres, tout ça, progresser dans l'histoire. C'est si bon. C'est vraiment bon. C'est pas facile, mais c'est si prenant. C'est fantastique comme jeu. Une très très belle découverte qui montre à quel point Awaken Realms est vraiment flexible dans les types de jeux qu'ils peuvent créer. Puis oui, un jeu de campagne, là, il y a juste la boîte de base pour l'instant, parce que je l'ai en français, mais j'attends les extensions, parce qu'il y a 2 autres campagnes très très longues, parce que juste dans celle-là, on a à peu près 40 heures de contenu, mais t'as 2 autres campagnes avec 40 heures, plus des extensions. T'as de quoi faire, bref. Fait que c'est excellent, c'est pour ça que c'est dans ma position numéro 3, et c'est Tinted Grail. Position numéro 2. Un jeu de ma compagnie favorite de tous les temps. Et oui, Awaken Realms, que voulez-vous? Et c'est le plus gros, en fait, la plus grosse boîte de jeux que je possède à la maison. La plus grosse, la plus lourde, toute. Et c'est The Edge Downfall, le War Chest. Donc, The Edge Downfall, c'est quoi? C'est un jeu de skirmish qui va se jouer, en fait, ça joue à 2 joueurs ou ça joue à 4 en collant 2 plateaux ensemble, ou encore on peut faire des tournois à la maison avec 2 parties simultanées. Dans la boîte, ici, le War Chest, on a 6 factions. Les factions sont constituées de plusieurs unités, et en fait, on va se combattre sur un plateau de jeu. Et le but, en fait, c'est de faire un tug of war un peu. Donc, on a un jeton de point de victoire. Et là, quand on marque un point de victoire, on amène le jeton vers nous. Mais quand le joueur adverse va marquer un point de victoire, on va amener le jeton vers lui. Et ça va jouer ainsi jusqu'à temps qu'on se rende à une extrémité ou l'autre, ce qui va déterminer la fin de la partie et qui va nous permettre de calculer les points de victoire. Donc, à chaque fois qu'on tue des unités, on gagne des points de victoire. Et celui qui en a gagné le plus va remporter la partie. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a tellement plein de choses dans ce jeu-là. Et pourtant, il est pas très complexe parce que le livre de règles est vraiment pas si épais que ça. Je pense que la complexité, c'est vraiment plus quand on va jouer au jeu. Donc, par exemple, dans chacune des factions, on a beaucoup d'unités, mais on en a plus que ce qu'on peut jouer à chaque fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va mettre le jeu en place, il faut choisir quelle unité on veut amener en combat. Donc, dans une partie, on jouera pas avec toutes les figurines. Et en plus de ça, chaque faction vient avec un paquet de cartes épais comme ça, de cartes action, de cartes combat, de différentes choses qu'on peut utiliser durant la partie. Et là, il faut planifier notre paquet de cartes avant de commencer. Donc, choisir là-dedans, c'est avec quelle carte qu'on va pouvoir jouer, ce qui fait en sorte que chaque partie est vraiment différente et qu'il y a plein de façons de jouer avec les différentes factions. Donc, ça a l'air assez, je pense, quand je parle du jeu, de dire « Ah oui, t'as 6 factions, tu peux faire tout ça avec. Wow, c'est vraiment un gros jeu. » Mais pourtant, il y a également 3 campagnes dans la boîte de base, donc des campagnes en fait narratives qui se jouent en versus. Donc chaque campagne va faire combattre 2 factions une contre l'autre durant plusieurs parties. Et la campagne évolue selon les résultats de ces combats-là. Qui va gagner va déterminer comment est-ce qu'on va évoluer dans le futur jusqu'à la fin de la campagne. C'est vraiment bien fait, c'est super intéressant, ça prend quand même beaucoup de temps par livret de campagne, donc il y a énormément de contenu juste dans la boîte de base. Puis ça, c'est sans parler de toutes les extensions que je possède de ce jeu-là. C'est massif. C'est massif. C'est quand je parlais de Jeanne d'Arc plus tôt, je disais que c'était une pièce de collection qu'on voulait avoir, qu'on était content d'avoir dans sa collection. Même chose avec ce jeu-là. Ce jeu-là, j'ai tout le temps le goût d'y jouer. C'est bon. À chaque fois que j'y joue, je suis tout le temps flabbergastée. C'est comme si jamais je me faisais à l'idée à quel point ce jeu-là était bon. Puis je suis tout le temps comme wow, c'est vraiment un bon jeu. Puis à un moment donné, il faudrait que j'en revienne, mais c'est pas encore le cas. Puis c'est ça, puis j'ai pas encore fait près de peut-être le 10e de ce qui est disponible dans ce jeu-là. Donc c'est un jeu que je savoure, c'est un jeu que j'ai tout le temps le goût de sortir, que je suis tout le temps contente d'avoir sorti. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 2, vraiment une belle pièce dans ma collection de jeux. Je suis très 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 fière de l'avoir. Puis c'est ça, donc The Edge Downfall. Et on est rendu à la grande finale.
la position numéro 1. Pour ceux qui me connaissent, qui suivent mon contenu depuis un certain temps, les podcasts, tout ça, je pense que vous savez quel jeu manque, quel jeu je mentionne tout le temps. Dans chacune de mes podcasts, je pense que dans les trentaines de podcasts qui sont sortis jusqu'à présent, il n'y a pas un épisode où j'ai pas parlé de ce jeu-là. C'est un jeu qui est massif. Tantôt, je disais que The Edge on Fire, c'était ma plus grosse boîte de jeux. Ben celui-là, c'est mon jeu avec le gameplay le plus massif, donc le plus gros jeu que je vais avoir dans ma collection. En termes de durée de partie, donc là, vous devez savoir de quoi il s'agit, c'est Twilight Imperium, la 4e édition. Donc, en fait, j'ai fait le tour plusieurs fois avec vous de pourquoi j'aimais ce jeu-là. Mais c'est ça, c'est mon numéro 1, puis ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand j'ai fait mon top 100, puis je l'ai fait plusieurs fois. Je vous ai expliqué au début le processus que j'ai suivi pour faire mon top 100, qui se retrouve aussi haut dans mon classement. Puis en fait, finalement, je suis pas surprise. Je comprends pourquoi c'est mon numéro 1, parce que, en fait, je sais pas si c'est l'effet de rareté, parce que ce jeu-là, on peut pas le jouer tout le temps, parce qu'on a besoin d'avoir d'autres joueurs qui sont willing de passer 10-12 heures avec nous à jouer à un seul et même jeu, à se combattre, que ça soit pas facile. Ça prend des types de joueurs particuliers pour jouer à ce jeu-là. C'est pas tout le monde qui est prêt à se lancer dans cette aventure-là. Donc, je pense que l'effet de rareté fait en grande partie pourquoi ce jeu-là est si spécial pour moi, mais je pense que tout simplement parce qu'il est typique. Donc, Twilight Imperium, c'est quoi? C'est un jeu de space opéra où un 4X, en fait, là, dans l'espace, où on incarne une civilisation et on essaie de monter à la tête du gouvernement intergalactique. Donc, de combattre les autres joueurs pour monter dans les rangs le plus rapidement possible. C'est une course au point de victoire. Et ça, c'est tout le temps quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans les jeux. Je trouve ça excitant quand il y a des courses au point de victoire, où c'est pas juste celui qui fait le plus de points de victoire après un nombre de tours X, mais que c'est vraiment la finalité, c'est si quelqu'un atteint ce nombre de points de victoire-là, en fait, il remporte la partie. Je trouve que ça amène toute une autre dimension au jeu, et dans Twilight Imperium, ben c'est ça. Il y a des objectifs communs, donc qui sont révélés. À chaque tour, on va en révéler un. Et on a des objectifs personnels aussi qu'on peut scorer. Donc, en faisant les deux, il faut arriver à 10 points de victoire. Le premier qui le fait met fin à la partie. Mais pendant ce temps-là, on va explorer la galaxie, on va prendre le contrôle de planètes, on va faire de la négociation avec les autres joueurs, on va se créer une flotte de vaisseaux, en fait, là, pour pouvoir attaquer les autres joueurs, ou en fait, juste pour pouvoir être menaçant, pour pas que les autres joueurs viennent nous attaquer, parce qu'une grande partie de ce jeu-là, c'est pas de faire des combats, en fait, c'est politique, c'est de faire peur aux autres joueurs, de pas leur donner envie de venir nous attaquer. Puis je pense que cette partie-là qui est d'autant plus intéressante, pendant tout ce temps-là, on va ramasser des technologies pour se développer, devenir de plus en plus efficace dans notre partie. Et en plus de tout ça, on va ramasser de l'influence, parce que à la fin de chacun des tours, on va avoir une phase de conseil où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter pour des lois. Donc, on va développer des nouvelles lois, tout le monde ensemble. Et ces lois-là, ben, c'est vraiment la partie la plus importante du jeu. Je pense que si le jeu, il prend 10 à 12 heures à jouer une partie, ben, en fait, c'est à cause de cette phase-là, parce que c'est une phase de négociation. Parce que les lois qu'on va voter vont sérieusement avantager certains joueurs et sérieusement en désavantager d'autres. Donc là, pendant cette partie-là, il faut qu'on discute, qu'on essaie d'influencer les autres joueurs pour justement qui votent dans notre sens, qu'on essaie d'amener la partie pour nous aider, pour pas laisser gagner un autre joueur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en sort une première et là, on doit voter et dépenser notre influence, mais on peut pas tout dépenser parce qu'après ça, on va en sortir une deuxième. Là, ça se peut que la deuxième, ça soit encore pire et que là, c'est encore plus important qu'on remporte le vote sur celle-là. Donc, on met pas tous nos œufs dans le même panier. Il faut vraiment... c'est ça, c'est vraiment beaucoup de diplomatie. Bref, c'est un jeu qui est typique. Chacune de mes parties, je peux vous raconter comment ça se passe. Et c'est le genre de jeu où tu vas passer 10-12 heures à jouer. Et après ça, ben, tu veux pas t'en aller chez toi. Tu passes à peu près 1 heure ou 2 à juste discuter de la partie, à juste parler de ben là t'as fait ça, moi je voulais aller là, mais là ça me bloquait, fait que finalement il a fallu que je fasse telle affaire pour pouvoir me rendre là, que l'autre fasse comme ah ouais c'est ça qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a telle chose qui est arrivée, puis là c'était vraiment épique parce que là il y a telle chose puis c'est ça, chaque partie c'est comme ça de Twilight Imperium, c'est délicieux comme jeu, c'est magnifique, c'est bref, c'est vraiment excitant, puis je pense que
juste ça justifie que ça soit mon numéro 1, mais en plus de ça, le fait justement que ça soit un jeu qui est un peu mythique, que tu peux pas sortir tout le temps, fait que quand tu le sors, mais les parties sont tout le temps spéciales parce que tu le sais que toi puis tes amis, tu t'installes puis tu vas vivre une aventure, tu vas vivre une expérience spéciale qui arrive pas souvent, ça rassemble, bref. J'aime beaucoup ce jeu-là, je sais pas si ça paraît. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 1. Donc, Twilight Imperium, 4e édition. Et voilà, c'est ce qui met fin à mon top 100, les amis, des meilleurs jeux de tous les temps. Wow, ça a été intense à faire comme top. Ça a été une expérience vraiment intéressante qui me fait me souvenir de plein de jeux que j'aime beaucoup, qui me crée beaucoup de besoin de rejouer aux jeux que je possède, parce qu'on est tout le temps dans ce bilan un peu un appel à la nouveauté. On veut aller chercher le nouveau jeu qui vient de sortir. On a besoin de rajouter plein de jeux dans notre collection tout le temps. Mais quand on prend le temps de s'asseoir, de faire le tour des jeux qu'on possède, puis de voir ceux qu'on préfère, pourquoi on les préfère, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est tombé en amour avec ces jeux-là, ben c'est ça nous donne une nouvelle perspective sur notre collection, sur le hobby, tout ça. Et c'est un exercice que j'ai vraiment aimé faire, que je vais sûrement refaire, pas tout de suite, c'est sûr, mais éventuellement. Et ben c'est sûr, quand j'ai commencé à faire mon top 100, on était à peu près en avril en 2021. Donc ça fait quand même un moment, ça va presque faire un an. Donc j'ai fait mon top 100 et là, ben à partir de là, j'ai reçu d'autres jeux, mais je pouvais pas les placer dans mon top 100 comme ils étaient déjà complétés parce que sinon ça changeait un peu le roster. Donc ça se peut qu'il y ait certains jeux que j'ai découverts dans la dernière année qui vont changer un peu le classement, mais je vous dirais que quand même relativement c'est assez fiable. Donc, je vais sûrement vous faire une vidéo avec mes top découvertes de 2021, tout ça pour vous montrer les jeux que j'ai découverts, toutes mes petites perles ludiques, les Kickstarter que j'ai reçus, tout ça. Mais bref, c'est assez fiable. Surtout mon top 30 là, des jeux, je vous dirais, il n'y a pas grand-chose qui va bouger là-dedans. Mais ça a été une super belle expérience. Merci de l'avoir suivi avec moi. Merci d'avoir été patient aussi, d'attendre à toutes les vidéos. Donc bref, si tu as aimé le top 100, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, me dire si tu as réussi à prédire c'était quoi mon top 10 finalement, à quel point tu étais proche dans tes prédictions, tout ça. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne de Mixd pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne. Tu peux sonner la cloche également. Et bien sur ça, je te souhaite une super belle journée et je te dis à la prochaine.